Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'hémorragie digestive aiguë de l'adulte du point de vue de la médecine intensive et réanimation. Je n'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec le contenu de cette présentation. Les objectifs de cette présentation vont être de savoir définir une hémorragie digestive haute et basse et d'en connaître les signes de gravité, avoir des notions d'épidémiologie en fonction du terrain et des facteurs de risque, connaître les modes de révélation clinique qui vont nous orienter pour le diagnostic étiologique d'une hémorragie digestive, et enfin connaître les principes de prise en charge thérapeutique urgente en fonction du terrain, y compris chez le patient cirrhotique. Nous allons donc reprendre quelques définitions, brièvement décrire l'épidémiologie de l'hémorragie digestive de l'adulte, énumérer les modes de révélation d'une hémorragie digestive extériorisée, et ensuite évoquer les principes de prise en charge, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques, en fonction du terrain. Tout d'abord, quelques définitions. Par convention, on parle d'hémorragie digestive haute lorsque la source du saignement survient en amont du ligament de Treitz. Je vous rappelle que le ligament de Treitz relie la partie terminale du duodénum au pilier du diaphragme. Une hémorragie digestive haute concernera donc principalement l'œsophage, l'estomac et le duodénum. A contrario, l'hémorragie digestive basse prend sa source en aval de ce ligament de Treitz. Ce seront donc essentiellement des saignements d'origine colique et anorectaux. Enfin, on parle de choc hémorragique lorsque la spoliation sanguine provoque une instabilité hémodynamique et une dysfonction d'organes. L'hémorragie digestive de l'adulte est une situation fréquente. On estime qu'il existe environ 60 à 80 000 cas incidents par an en France, avec une mortalité hospitalière aux alentours de 10%. Il est très important de retenir que 80% des hémorragies digestives sont d'origine haute, ce qui a un impact majeur dans la démarche probabiliste aussi bien étiologique que thérapeutique. Et le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que l'âge moyen de ces patients est aux alentours de 65 ans, ce qui implique pour le clinicien de prendre en compte les comorbidités et de gérer les polymédications de ces patients, notamment en ce qui concerne des potentiels traitements anticoagulants ou antiagrégants. Le premier mode de révélation d'une hémorragie digestive extériorisée est l'hématémèse. L'hématémèse est définie par un rejet de sang rouge au cours d'un effort de vomissement. Il est pathognomonique d'une origine haute. Il faut le différencier d'une hémoptysie, qui est un rejet de sang rouge au cours d'un effort de toux, et qui provient alors des voies aériennes sous-glottiques, et aussi d'une épistaxis des glutis, qui témoigne d'un saignement d'origine ORL. Le deuxième mode de révélation, c'est le méléna. Le méléna est l'évacuation par l'anus de sang noir, avec un aspect, comme vous le voyez, collant, pâteux, nauséabond, qui peut être ou non mélangé au sel, et qui reflète la digestion de sang. Il témoigne donc d'une origine haute. Il faut différencier le méléna de la prise de certains médicaments qui peuvent donner un aspect des selles comparable, en particulier le fer, et de certains aliments comme le boudin noir. Le troisième mode de révélation, c'est les rectorragies. Les rectorragies sont définies par l'évacuation de sang rouge par l'anus, stricto sensu non mélangé au sel. Il témoigne dans la grande majorité des cas d'un saignement d'origine basse, mais peut aussi témoigner d'un saignement d'origine haute, dont le débit est plus important que les capacités de digestion. On parle d'hématochésie lorsque les rectorragies sont mélangées au sel. La prise en charge des hémorragies digestives repose sur deux grands principes. Le premier va être de stratifier la gravité pour mettre en place des mesures symptomatiques adaptées. Il faut bien comprendre que les hémorragies digestives ont un spectre de gravité qui vont du saignement occulte au choc hémorragique d'emblée, et donc la rapidité d'intervention sera différente. Le deuxième principe de prise en charge, c'est celui d'un traitement qui sera probabiliste. En fonction des éléments de terrain, de traitement, d'antécédents, on va suspecter une étiologie, débuter un traitement adapté, et ce sera l'endoscopie qui va confirmer le diagnostic définitif et permettre un traitement hémostatique spécifique. Le premier point est donc la stratification de la gravité. Dans ce contexte, il n'y a pas de spécificité réelle. La stratification de gravité d'un patient repose comme d'habitude sur la triade hémodynamique, neurologique ou respiratoire.
Gardez en tête que lors d'un épisode de choc hémorragique, la pression artérielle reste longtemps conservée. C'est donc la tachycardie qui doit servir de signe d'alerte associé à des signes d'hypoperfusion périphérique, comme les marbrures ou un temps de recoloration capillaire allongé. Toute altération de la vigilance doit être considérée comme un signe de gravité, ainsi que toute symptomatologie respiratoire, que ce soit une dyspnée rapportée par le patient ou des signes objectifs comme une accélération de la fréquence respiratoire. Méfiez-vous de l'abondance du saignement extériorisé. Il peut y avoir un retard à l'extériorisation et donc une extériorisation de faible abondance ne témoigne pas d'une faible gravité. Enfin, pour être complet dans la stratification de la gravité, il faut prendre en compte le terrain. Un patient âgé avec de nombreuses comorbidités, notamment cardiovasculaires, aura un pronostic moins bon. Lorsqu'on a identifié la sévérité du patient, il faut mettre en place des mesures symptomatiques immédiates. Débuter un monitoring continu des paramètres vitaux, mettre en place un accès vasculaire initialement périphérique pour permettre la perfusion de cristalloïdes de manière à maintenir une pression artérielle correcte, débuter une oxygénothérapie si le patient est dyspnéique ou que vous objectivez des signes d'hypoxémie, prélever un bilan biologique avec au minimum une numération formule sanguine, un bilan pré-transfusionnel qui comprendra un groupe sanguin, résus, une recherche d'agglutinine irrégulière, un bilan d'hémostase, un bilan des fonctions rénales et hépatiques, ainsi que des gaz du sang, notamment pour évaluer le lactate artériel. On réalisera un électrocardiogramme à la recherche de signes d'ischémie sous-endocardique et sous-épicardique. On transfusera en urgence des culots compatibles O négatifs en présence d'un choc hémorragique d'emblée. Et bien sûr, il faudra prévenir le médecin réanimateur et l'endoscopiste pour formuler une demande d'examen endoscopique gastro-duodénal en urgence. En attendant la réalisation de cet examen, le patient restera sous surveillance continue et bien sûr sera maintenu à jeun. On profitera de l'attente de la réalisation de l'examen endoscopique pour s'enquérir des antécédents du patient, notamment rechercher une histoire d'hépatopathie, d'ulcère, de cancer digestif, mais aussi de troubles du comportement alimentaire avec vomissements répétés. On s'enquérera de la consommation d'alcool, de la prise de traitement, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les médicaments qui interfèrent avec la crasse sanguine, et on précisera la symptomatologie. À l'examen physique, on recherchera essentiellement des signes de cirrhose, aussi bien des signes d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale, par exemple de l'acide, comme vous le voyez ici, une circulation veineuse collatérale, comme vous le voyez en haut à droite, ou un hypocratisme digital. On recherchera aussi un syndrome tumoral, avec une hépatosplénomégalie, un ganglion de Troisier, comme vous le voyez ici en bas à droite, dans le cadre de cancer digestif, et on effectuera un toucher rectal à la recherche d'une pathologie de la marge anale, une pathologie hémorroïdaire ou une tumeur du rectum. Le cadre nosologique le plus fréquent est celui de l'hémorragie digestive haute chez le patient sans hypertension portale. Dans ce contexte, l'étiologie qui prédomine dans plus de 2/3 des cas, ce sont les ulcères gastro-duodénaux, suivis par les érosions gastro-duodénales ou gastrites, puis les œsophagites, le syndrome de Mallory-Weiss qui est une déchirure de la muqueuse œsophagienne liée à des efforts de vomissement répétés, et enfin la pathologie néoplasique œsogastrique. Dans ce contexte, au vu de la hiérarchie de ces étiologies, dans l'attente de l'examen endoscopique gastro-duodénal, on réalisera la perfusion d'inhibiteurs de pompe à protons à forte dose, en bolus suivi d'une perfusion continue. On réalisera une perfusion d'érythromycine, qui est un antibiotique prokinétique pour favoriser la vidange gastrique et permettre la réalisation de l'examen endoscopique de bonnes conditions. On veillera bien sûr à maintenir une hémodynamique stable en perfusant des cristalloïdes et en transfusant des culoglobulaires avec un seuil aux alentours de 7 à 8 grammes par décilitre. Si l'hypotension persiste malgré le remplissage et qu'on a besoin d'utiliser des vasopresseurs, on privilégiera la noradrénaline. Dans la grande majorité des cas, il convient d'arrêter, voire d'antagoniser les médicaments anticoagulants et antiagrégants plaquettaires. Alors on l'a vu, l'étiologie qui prédomine dans ce contexte, c'est l'ulcère gastro-duodénal. Vous le savez, l'ulcère gastro-duodénal est défini par
une ulcération de la muqueuse gastrique qui atteint la sous-muqueuse et donc peut léser un vaisseau et causer un saignement. Ces ulcères sont favorisés par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris d'aspirine à faible dose, par l'infection à Helicobacter pylori et d'une certaine manière par le vieillissement. C'est l'examen endoscopique qui va confirmer le diagnostic. Il va aussi permettre de stratifier la sévérité en utilisant la classification de Forrest qui décrit 6 stades de gravité qui vont du stade 1A, comme vous le voyez ici en haut à droite, qui est un ulcère avec un saignement actif en G, au stade 3, qui est un ulcère avec un cratère propre, comme vous le voyez ici à droite. Ce sont les stades 1A à 2B qui sont généralement responsables d'une hémorragie digestive aiguë qui peuvent conduire les patients en réanimation. En plus de confirmer le diagnostic, d'en établir sa sévérité, l'endoscopie permet un traitement hémostatique spécifique. Il peut faire appel à la pose de clip, à l'injection de produits hémostatiques ou de poudre hémostatique simplement dispersée sur l'ulcère. Le deuxième cadre nosologique que nous allons aborder maintenant, c'est celui de l'hémorragie digestive haute avec hypertension portale. Cette fois-ci, la hiérarchie des étiologies est totalement différente. C'est la rupture de varices œsophagiennes qui prédomine, devant les ruptures de varices cardiotubérositaires et les gastrites ou érosions associées à l'hypertension portale. Vous voyez ici une varice œsophagienne avec un saignement actif. Les varices, ce sont ces cordons parallèles à la muqueuse œsophagienne qui témoignent de l'hypertension portale et qui peuvent se rompre dans l'œsophage. Et vous voyez ici une volumineuse varice gastrique cardiale, heureusement non rompue, là encore conséquence directe de l'hypertension portale. Dans cette situation, lorsqu'on suspecte un patient cirrhotique ou qu'on a des antécédents de cirrhose avérés, en plus des traitements administrés chez le patient sans hypertension portale, à savoir les inhibiteurs de pompe à proton en bolus suivis d'une perfusion continue, l'érythromycine pour favoriser la vidange gastrique, il faudra débuter en urgence un traitement vasoactif dans le territoire splanchnique. Ce sont ce qu'on appelle les analogues de la somatostatine ou la sandostatine. En parallèle, il faudra systématiquement associer une antibioprophylaxie par céphalosporine de 3e génération. Vous savez que les patients avec une cirrhose ont un risque d'infection lors de ces épisodes d'hémorragie digestive, soit d'infection de liquide d'acide, soit de bactériémie. Et il faudra aussi éviter tout médicament qui pourra précipiter la survenue d'une encéphalopathie hépatique. Là encore, c'est l'endoscopie qui va permettre de confirmer le diagnostic étiologique suspecté et qui va permettre le traitement spécifique. En cas de varice œsophagienne, l'endoscopiste réalisera des ligatures de varices en posant des élastiques pour former un collet autour de la varice et arrêter le saignement. Les varices gastriques peuvent être oblitérées à l'aide de cols spécifiques hémostatiques. Enfin, on pourra discuter la mise en place d'un shunt porto-systémique que l'on appelle TIPS, qui se pose par voie percutanée transjugulaire en cas de cirrhose grave Child C avec une hémorragie digestive ou en cas de cirrhose Child B et saignement actif. Enfin, nous allons terminer rapidement par les hémorragies digestives basses, puisque comme vous l'avez vu, elles ne représentent que moins de 20% des hémorragies digestives qui sont vues en réanimation. Les cadres étiologiques sont beaucoup plus larges. Au premier plan, on a les hémorragies qui sont liées à la présence de diverticules, suivies par la pathologie néoplasique ou pré-néoplasique du côlon, les angiodysplasies et les affections anorectales, principalement hémorroïdaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas de rectorragie abondante avec un retentissement hémodynamique, il faudra systématiquement considérer qu'il s'agit potentiellement d'un saignement haut de grande abondance, donc réaliser tout d'abord un examen endoscopique œsogastro-duodénal, suivi d'une rectosigmoïdoscopie ou d'une coloscopie en urgence dans un second temps. Lorsqu'il s'agit d'une hémorragie digestive basse cataclysmique compliquée d'un choc hémorragique, il est difficile de réaliser un geste hémostatique par voie endoscopique basse en l'absence de préparation correcte. On proposera donc une angiographie avec artérioembolisation, là encore après avoir éliminé un saignement digestif haut,
et si possible après avoir localisé le saignement à l'aide d'un examen d'angioscanner. La chirurgie d'hémostase sera proposée en dernier recours. Nous terminons donc par les messages à retenir. Sachez que l'hémorragie digestive est une situation fréquente et potentiellement grave qui justifie toujours d'une hospitalisation. La prise en charge repose tout d'abord sur la stratification de la gravité et la mise en place de mesures symptomatiques non spécifiques qui reposent sur le maintien de l'hémodynamique, le maintien d'une hémoglobine au-dessus de 7 g par décilitre par une politique transfusionnelle. En attendant l'examen endoscopique œsogastro-duodénal, pour tous les patients, il faudra associer un inhibiteur de pompe à protons à forte dose et l'érythromycine pour préparer la vidange gastrique avant la réalisation de l'examen endoscopique. En cas de suspicion d'hypertension portale ou de cirrhose prouvée, il faudra associer systématiquement des analogues de la somatostatine et une antibioprophylaxie. On évoquera la mise en place d'un TIPS en cas de saignement actif et de cirrhose évoluée. L'examen endoscopique doit être réalisé le plus tôt possible. Plus c'est grave, plus ça doit être fait tôt. Si possible, dans les 12 heures, toujours dans les 24 heures. C'est, vous l'avez compris, l'endoscopie qui va confirmer le diagnostic et permettre un traitement hémostatique adapté à la lésion. En cas de rectorragie abondante avec un retentissement hémodynamique, on réalisera une coloscopie toujours après élimination d'un saignement haut. Les patients doivent être surveillés en unité de soins intensifs ou en réanimation au décours de la procédure. Et la prise en charge de la pathologie sous-jacente doit être toujours prise en charge à distance et les patients adressés en hépato-gastro-entérologie. Je vous remercie de votre attention.